Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up Theranos qui promettait de révolutionner les tests sanguins, a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude. Elizabeth Holmes fait la une de Forbes. On la compare à Steve Jobs ou à Bill Gates, les capitaux affluent. Des bureaux de la Silicon Valley aux cellules de Californie, l'américaine Elizabeth Holmes vient d'être reconnue coupable de fraude par un tribunal de San José. Elle promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up qui s'appelait Theranos. Elizabeth Holmes, l'entrepreneur déchu. Elizabeth Holmes, citoyenne d'origine américaine et jeune entrepreneur en biotechnologie, écope de 11 ans de prison. Cette trentenaire se lance dans le monde entrepreneurial à 19 ans avec la création de la start-up Realtime qui devient un an plus tard Theranos. Spécialisée dans les services médicaux, elle a été créée pour révolutionner le monde de la médecine grâce à son appareil appelé Edison. Le principe de Edison voudrait qu'à partir d'une infime quantité de sang, qu'on soit capable de réaliser plusieurs examens. Le projet d'Elizabeth a fait appel à de grands investisseurs américains. En 2014, sur la base de l'évaluation du chiffre d'affaires de son entreprise estimé à 9 milliards de dollars, elle est considérée comme la plus jeune femme milliardaire au monde. Elle a fait la une de Forbes, Business Week et Fortune. Elle est régulièrement comparée à Steve Jobs, le fondateur d'Apple qui était d'ailleurs son idole. Elle s'habillait d'ailleurs déjà comme lui, un col roulé noir et un pantalon moulant noir. On l'a appelée à ce propos-là « Steve Jobs en jupe » au début des années 2010. Son admiration pour Steve Jobs l'a poussé à engager 4 employés de Apple pour travailler sur Edison afin qu'il soit conçu à l'image d'un téléphone iPhone avec un clavier tactile. Elle est présentée comme un prodige notamment par l'ancien président Bill Clinton et One more fact, and then I want to call on Jack. You founded this company 12 years ago, right? Tell them how old you were. I was 19. So, don't worry about the future. We're in good hands. Avec toute la médiatisation qui se fait autour d'elle, elle devient la personne dont on parle le plus en Amérique à cette période. Une jeune dame qui a osé se lancer dans l'entrepreneuriat et lever autant de fonds. Une jeune dame qui a su se hisser à la tête des startups tech de la Silicon Valley. Si la plupart de cette attention était positive, un pathologiste blogueur du Missouri, Adam Clappé, contrairement aux investisseurs de Theranos, comprenait à la fois la science et la médecine de l'industrie que Theranos prétendait révolutionner. Il doutait sérieusement des affirmations de l'entreprise et a vu clair dans le jeu de Theranos. Il a donc informé le journaliste du Wall Street Journal, John Carreyrou, des supercheries qui se cachaient derrière Theranos. John Carreyrou décide de mener une enquête. À l'issue de ses recherches, le journaliste du Wall Street Journal a découvert à travers un article publié dans le New York Times en octobre 2015, que la fondatrice de Theranos a abandonné ses études en 2e année universitaire. Il découvre également une entreprise profondément ancrée dans les mensonges et la tromperie, tous issus de la PDG Loué, et de son petit ami, directeur général Sonny Balwani. Non seulement Theranos faisait de fausses déclarations aux investisseurs, mais elle fournissait aux patients des résultats de laboratoire obtenus à l'aide de machines conventionnelles et non Edison. Alors il reste perplexe, en ce qui est de son niveau d'études, et du domaine dans lequel elle a décidé de se lancer. Même si nous évoluons dans un environnement où nous voyons des jeunes tels que Mark Zuckerberg abandonner les études pour révolutionner le monde de la technologie, rappelons que la biotech met des vies humaines en jeu et requiert une certaine expérience pour se lancer dans un tel domaine. Alors le journaliste part sur des pistes qu'il avait déjà continué son enquête sur la chef d'entreprise. Toujours dans ses enquêtes, le journaliste découvre qu'Elizabeth avait eu une altercation avec l'un de ses voisins en 2011 qui les avait conduits en justice. Alors il décide de rencontrer Richard Fuiss qui lui en dit plus sur le litige. En effet, le voisin de la famille Holmes s'était senti lésé par la jeune prodige qui n'avait pas sollicité son aide dans la création de Theranos. Alors il décide de créer un brevet identique au sien afin de la punir.
C'est ainsi qu'il se retrouve devant les juges en 2011 accusé d'avoir volé le brevet de la jeune visionnaire. Fluis fait également part de ses doutes en ce qui est de la fiabilité de Terrano au journaliste. Le journaliste, après cette entrevue, avait là toutes les informations pour lever le voile sur Elizabeth Holmes et Terrano. Il découvre que depuis 2010, elle est consciente du fait que son invention ne pouvait pas faire tout ce qu'elle promettait. C'est alors qu'elle présente une machine avec des résultats préenregistrés et parvient après cela à lever des fonds à hauteur de 9 millions de dollars. Elle a continué à s'enfoncer dans le gouffre jour après jour. Entre duplicité, paranoïa, management agressif et incompétence, elle se retrouve piégée par ses propres mensonges. L'enquête arrive aux oreilles de Holmes qui s'inquiète que la vérité soit dévoilée au grand jour. C'est ainsi que le journaliste se voit menacé de poursuites judiciaires, puis traqué par les détectives privés de Holmes. Après plusieurs tentatives d'intimidation vouées à l'échec, Elizabeth s'en va rencontrer Rupert Murdoch, propriétaire de News Corporation, le plus important groupe médiatique mondial, qui a lui-même investi 125 millions de dollars dans Terrano, pour lui demander d'empêcher la publication du journaliste. Selon elle, il fait des allégations truffées de mensonges. Le vieux milliardaire dit faire entièrement confiance à sa rédaction. Alors, le 15 octobre 2015, l'information sur le mode de fonctionnement de Terrano est rendue publique et de nombreuses personnes soupçonnant l'extrême discrétion de l'entreprise ont contacté le journal. Alors, l'attention se double sur elle, mais cette fois-ci, de façon négative. Désormais, Elizabeth Holmes fera l'objet de beaucoup de curiosité et elle devra faire face à une vie très agitée. L'article de John Carreyrou marque le début de la chute de la société et de sa fondatrice. Plusieurs lanceurs d'alerte interne révèlent certains secrets de l'entreprise. La pépite de la biotech a englouti des sommes phénoménales sans aboutir à quoi que ce soit. C'est ainsi qu'en novembre 2015, le Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS, l'agence fédérale qui surveille les laboratoires, se saisit de la question et diligente une inspection chez Terrano. Résultat, 5 infractions à la loi fédérale, dont une, qui pose un danger immédiat pour la santé et la sécurité des patients. L'agence met alors en demeure la société de régler rapidement les problèmes. Mais 4 mois plus tard, relevant que les manquements n'ont pas été résolus, elle menace le laboratoire de lui retirer sa licence et d'interdire à ses propriétaires, dont la PDG Elizabeth Holmes, d'exercer dans le secteur pendant au moins 2 ans. Après ce scandale, de nombreux investisseurs vendent leurs actions à des prix très bas et d'autres tels que Walgreens poursuivent Terrano en justice. En 2018, la SEC, Security and Exchange Commission, des États-Unis accuse Elizabeth de fraude et l'oblige à démissionner de son poste de PDG et à verser une amende de 500 000 $ à la CMS. En raison de tous ces scandales, Terrano a perdu sa crédibilité et les investisseurs ont perdu des milliers de dollars. C'est ainsi que la biotech révolutionnaire Terrano ferme ses portes et sa directrice est accusée de plusieurs chefs d'accusation. Comment en est-elle arrivée là? Quelles ont été ses motivations? Toutefois, pour mieux comprendre Elizabeth Holmes, il est plus que judicieux de se pencher sur son enfance et la situation familiale dans laquelle elle a évolué. Comme le dit un dicton, pour mieux cerner une personne, il est important de se référer à son passé. Née le 3 février 1984 à Washington DC, Elizabeth Holmes est la fille de Christian Holmes, qui était vice-président d'Enron, une entreprise du secteur de l'énergie qui a fait faillite à la suite d'un scandale de fraude comptable et a ensuite travaillé dans le secteur humanitaire du gouvernement américain et d'Anne Noël, membre du personnel d'un comité du Congrès. Elizabeth Holmes est en partie d'origine danoise. L'un de ses arrière-grands-pères paternels était Charles Louis Fleischmann, un immigrant hongrois qui a fondé la Fleischmann's East Company. La famille Holmes était très fière de l'histoire de son empire de la levure. Elle se languissait sans cesse d'avoir été l'une des familles les plus riches d'Amérique et Elizabeth en a pris de la graine dès son plus jeune âge. Elle fait ses études secondaires à St. John's School de Houston, où elle obtient son baccalauréat avec mention. Pendant ses études secondaires, elle pose les jalons de son rêve de devenir milliardaire en vendant des logiciels informatiques à des universités chinoises. Cela va de sa passion qu'elle développe pour l'informatique et dit donc avoir créé sa première entreprise. En 2002, il est temps pour elle de s'inscrire à l'université et son choix est orienté vers Stanford, où elle est acceptée rapidement et obtient même une bourse grâce à ses performances scolaires, la President's Scholar Scholarship, une bourse d'excellence accordée aux meilleurs étudiants. Après avoir été major lors de la première année, elle reçoit une bourse de 3 000 $ pour mener un projet de recherche.
Intéressée par la science et l'informatique, la jeune dame voulait devenir entrepreneur et révolutionner le monde. Pour elle, révolutionner le monde consistait à apporter quelque chose de nouveau, et la biotechnologie semblait offrir non seulement la possibilité de changer le monde, mais aussi celle d'être milliardaire. C'est ainsi qu'elle décide donc d'étudier le génie chimique. Une fois à Stanford, elle fait la rencontre du professeur Channing Robertson, avec qui elle travaille dans le laboratoire de l'école. En 2003, Elizabeth voyage pour un stage d'été à Singapour, une ville qui connaît des difficultés en raison de la pandémie de maladies respiratoires appelée SRA ou syndrome respiratoire aigu. Pendant son stage, elle a été choquée par les méthodes archaïques utilisées pour tester les patients. Selon elle, ces méthodes étaient très longues et difficiles à pratiquer. Cette expérience quasi frustrante pour celle qui avait déjà la phobie des seringues s'est présentée comme la motivation dont elle avait besoin pour révolutionner le monde médical. Alors elle cherche des voies et moyens pour contourner cette technique de prise sanguine qui nécessite un prélèvement pour chaque examen. Alors son but est de pouvoir procéder à plusieurs examens à partir d'un seul prélèvement de sang et ce en petite quantité. Après son stage, elle se met avec acharnement au travail, et après 5 nuits blanches, elle réussit à déposer un brevet pour un patch capable de diagnostiquer et de traiter des conditions médicales. De retour en 2e année d'université, elle présente son brevet à Robertson et Shonak, respectivement enseignants et doctorants à l'université de Stanford. Selon Robertson, elle pouvait prendre des concepts d'ingénierie scientifique et les synthétiser de toutes les manières imaginables. Parmi les dizaines de milliers d'étudiants, il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, l'encourageant à aller de l'avant et à poursuivre son rêve. Shonak, quant à lui, n'était pas très enthousiasmé par cette idée, car pour lui, l'idée qu'elle présentait lui semblait quelque peu improbable. Néanmoins, il se laisse emporter par l'excitation de son professeur et le désir d'Elizabeth de créer une start-up. Dans la même période, Elizabeth abandonne ses études de 2e année et crée sa start-up qu'elle appelle Real-Time Curse, qui sera changée plus tard en Terrano, qui est la combinaison de thérapie et de diagnostic. Le but visé par cette entreprise est de faire un large diagnostic à partir d'une petite quantité de sang et à moindre coût, fournir les résultats de ces diagnostics le plus rapidement possible que les autres laboratoires. Terrano est une entreprise créée en 2003 dans l'optique de révolutionner la médecine. Terrano se focalise dans un premier plan sur le brevet patch qui devrait être capable de diagnostiquer et de traiter certaines conditions médicales. Mais cette invention n'est pas bien reçue par les investisseurs et elle décide plus tard de se tourner vers un appareil semblable à celui utilisé pour déterminer le taux de glucose dans le sang. Elle le baptise donc Edison. Edison devait être capable de diagnostiquer plusieurs pathologies à travers une petite quantité de sang prélevé sur le doigt et transmettre les résultats au laboratoire de votre choix, pour une possible analyse. Pour obtenir les fonds nécessaires pour la création de Terrano, Elizabeth se sert de l'influence de sa famille, ce qui lui permet de récolter 6 millions de dollars en décembre 2004. Elle commence donc son activité par son brevet patch, et cherche à obtenir un peu plus de financement. En 2004, elle soumet son projet à la MedVenture Associates qui est une société d'investissement spécialisée dans la technologie médicale. Elle leur a expliqué les potentialités de sa technologie sur le changement de l'humanité. Hélas, la jeune Elizabeth n'a pas pu convaincre son auditoire qui voulait un peu plus de détails sur le produit qu'elle proposait. Ils n'ont pas trouvé son brevet intéressant, ce qui l'empêche de bénéficier du financement de la MedVenture Associates. Après plusieurs tentatives vouées à l'échec, elle décide donc d'abandonner le projet sur le brevet patch et se concentre sur la création d'Edison. Les pronostics de Edison semblaient fous et ça l'était, nous savons désormais que ce n'était qu'une utopie. Pour entrer dans les détails, Edison a été conçu pour effectuer des immunodosages, qui recherchent la présence d'un anticorps ou d'un antigène dans le sang ou dans un liquide. Les tests immunologiques standards peuvent mesurer des éléments tels que les niveaux de médicaments, les niveaux d'hormones et certains marqueurs de cancer. Le menu de Terrano proposait plus de 240 tests, dont seuls quelques-uns ont été effectués sur Edison. Quand nous voyons Edison, nous pensons tout de suite au célèbre Thomas Edison qui a inventé l'ampoule. Alors pourquoi le nom Edison pour l'invention de Terrano ? L'appareil Edison a été baptisé en l'honneur de Thomas Edison, l'inventeur américain dont la célèbre phrase « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons de faire qui ne fonctionnent pas ». Selon le livre Bad Blood de John Carreyrou, Holmes aurait déclaré « Nous avons essayé tout le reste, et ça a échoué, alors appelons-le Edison », lorsqu'elle a baptisé le prototype en 2007.
En 2015, lors d'un discours de remise des diplômes à l'université de Pepperdine, Holmes a cité Edison. « Nous avons donné à notre produit le nom de code, Edison, car nous pensions qu'il faudrait échouer 10 000 fois pour qu'il fonctionne la 10 millième et la première fois. Et c'est ce que nous avons fait. » Par cette déclaration, nous cherchons à comprendre si elle était en perpétuelle recherche ou alors si Edison était le produit final de plusieurs échecs. En 2005, grâce à cette idée, Terrano commence à attirer l'attention. La société dispose d'un prototype 1.0 et avec déjà 20 employés en son sein. Elle se lance donc dans la collecte des fonds dans l'optique de faire grandir son idée et son entreprise. Nous rappelons que Terrano à son lancement ne disposait que de 6 millions de dollars reçus des investissements en capital risque. Alors il fallait des partenaires et des actionnaires pour faire grandir l'entreprise et mettre sur pied l'appareil qui devait révolutionner le secteur de la médecine. Elizabeth Holmes a eu des fonds de plusieurs investisseurs très puissants et très riches tels que le fondateur et propriétaire de News Corporation, le plus important groupe médiatique mondial Rupert Murdoch, Tim Drape, investisseur américain en capital risque et fondateur de Drape Fisher Jurvetson, Larry Ellison, milliardaire américain et cofondateur de la firme Oracle Corporation, sans oublier les pharmacies Walgreens et la Cleveland Clinic. Alors comment la jeune dame a-t-elle procédé pour convaincre d'aussi grandes et intelligentes personnes ? Nombreux pensent que son charme confiant et même son apparence physique ont été les raisons pour lesquelles elle a pu convaincre avec aisance ses investisseurs. Nous pensons qu'un joli visage ne suffit pas à faire lever autant d'argent. Elle a su bien choisir sa cible. Penchons-nous premièrement sur le cas de Larry Ellison. Pourquoi l'avoir choisi ? Comment a-t-elle procédé ? Larry Ellison avait pour habitude de financer les recherches liées au secteur médical. En 1997, sa société Oracle Corporation est le soutien majoritaire d'Ellison Medical Foundation, société qui finançait les recherches des jeunes entrepreneurs dans le secteur de la médecine. Holmes, en allant à la rencontre d'Ellison, savait déjà au préalable que ce dernier était sensible en ce qui est de l'évolution de la médecine. Elle a su placer les mots pour le convaincre. Elle fait une promesse attrayante qui était à la fois économique, capter une part significative d'un énorme marché, et humanitaire, améliorer le sort des patients. Ce riche investisseur se voyait multiplier sa richesse tout en étant acteur d'une action humanitaire, la belle aux belles. Le célèbre investisseur de la Silicon Valley, Tim Drape, était un voisin de la famille d'Elizabeth. Il est le premier investisseur et est d'ailleurs l'une des rares personnes qui continuent de croire que Terrano aurait pu révolutionner le monde. Il surenchérit ses propos en disant que Terrano a été très vite attaqué par les médias et a forcé sa faillite. Avec plus de temps, Terrano serait parvenu à faire ce qu'elle avait promis. On revoit là le propos d'Elizabeth quand elle faisait référence à Thomas Edison. Rupert Murdoch, propriétaire de News Corporation, le plus important groupe médiatique mondial, a investi près de 125 millions dans Terrano. Elizabeth ne l'a pas choisi au hasard. Elle savait pertinemment qu'avec le pouvoir de Rupert Murdoch dans le monde des médias, son entreprise et elle seraient à l'abri des médias et les publications concernant son entreprise pourraient être contrôlées. Nous avons vu plus haut comment elle a voulu utiliser Rupert Murdoch à son avantage. Elizabeth Holmes n'est pas seulement cette jeune et belle dame aux rêves utopiques. Elle est une femme intelligente et très bonne stratège. Elle a géré Terrano en mode furtif, sans communiqué de presse ni site web de l'entreprise jusqu'en septembre 2013. Elle devient visible et populaire lorsque Terrano annonce un partenariat avec Walgreens pour lancer des centres de collecte d'échantillons sanguins en pharmacie. Elle a été interviewée pour Medscape par son rédacteur en chef, Eric Topol, qui l'a félicité pour « ce reboot phénoménal de la médecine de laboratoire ». L'attention des médias s'est accrue en 2014, lorsqu'Holmes est apparu en couverture de Fortune, Forbes, The New York Times Steel Magazine, et INC. Forbes a reconnu Holmes comme étant la plus jeune femme milliardaire self-made au monde et l'a classée au 110e rang de Forbes 400 en 2014. Terrano était évalué à 9 milliards de dollars et avait levé plus de 400 millions de dollars en capital risque. Fin 2014, son nom apparaissait sur 18 brevets américains et 66 brevets étrangers. Au cours de l'année 2015, Holmes a conclu des accords avec Cleveland Clinic, Capital Blue Cross et Amriels Carita pour utiliser la technologie de Terrano. Le partenariat stratégique entre Terrano et Amriels Carita signifie un engagement commun à apporter une technologie de soins de santé révolutionnaire aux personnes défavorisées et aux communautés mal desservies qui n'ont généralement pas accès à ces avancées en matière de soins de santé. Tufano,
président-directeur général de Amri Carita, a déclaré « Peu importe votre âge, votre lieu de résidence ou vos revenus, chaque Américain devrait avoir accès à des soins de santé de qualité. Notre objectif est de donner aux défavorisés de notre pays, les pauvres, les malades chroniques, la dignité et le respect qui accompagnent une expérience de soins de santé, comparable à ce que la plupart des Américains apprécient. Une expérience basée sur une relation informée et consultative avec un médecin. Notre espoir est que, équipés d'informations fiables et en temps réel obtenues grâce à la technologie innovante et au modèle accessible de Terrano, nos membres seront plus susceptibles de s'engager avec un médecin et de prendre des décisions de soins, de santé en temps opportun, ainsi que d'élaborer un plan de soins complet pour vivre une vie plus saine. En complétant les ressources de nos fournisseurs actuels, nous espérons augmenter le nombre de membres qui recevront des conseils pour améliorer leurs résultats en matière de santé. Rappelons qu'Amri-Health est l'un des leaders nationaux des solutions de soins de santé pour ceux qui en ont le plus besoin. Elle opère dans 16 États et dans le district de Columbia, et dessert plus de 6,6 millions de membres médicaux. Comment une aussi grande société médicale peut-elle signer un tel contrat, sans au préalable prendre le soin de tester les appareils en question ? Notons que l'arrivée des startups en Amérique n'a pas été d'entrée de jeu un succès. Les milliardaires, les grandes sociétés et même les politiciens avaient du recul face à la demande de financement de certaines startups. Ils voyaient juste ces startups trop rêveuses et ne voulaient pas perdre leurs argent, mais ils se sont vus dans le regret quand ces startups ont commencé à avoir du succès. Alors ils ne voulaient pas commettre la même erreur avec Terrano. Elisabeth était très confiante et inspirait la confiance de ses investisseurs, qui voyaient en son entreprise une révolution dont il ne fallait pas passer à côté. Ils se sont mis dans la course au partenariat, afin de garantir leur collaboration avec Terrano. Entre l'année de sa création jusqu'en début d'année 2015, Terrano était parmi les entreprises les plus célèbres et les plus importantes des États-Unis. Mais, toute cette gloire s'estompe lorsque le journaliste John Carreiro publie son article, et plus tard écrit un livre intitulé « Bad Blood », publié le 21 mai 2018. En 2018, Terrano ferme ses portes et Elisabeth est accusée de fraude. Ainsi s'ouvrent les poursuites contre Elisabeth Holmes et Sonny Balwani pour fraude et complot. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. And I have to say, I personally was shocked to see that the Journal would publish something like this when we had sent them over 1,000 pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. But we're doing things differently, and we're working to make a difference, and that means people raise questions, and that's okay. Avant de continuer, faisons un retour dans l'action de Balwani qui n'était que son second dans l'entreprise. En 2009, le conseil d'administration de Terrano se rend compte de l'incompétence d'Elisabeth Holmes, en ce qui est de la biologie et des machines médicales et lui demande de démissionner de son poste, afin de recruter quelqu'un de plus expérimenté dans le domaine de la santé. Elisabeth réussit à les convaincre du fait qu'elle recrutera un second qui sera chargé de diriger les affaires quotidiennes de l'entreprise. C'est ainsi qu'elle fait appel à son petit ami qu'elle avait rencontré à Singapour 7 ans auparavant. Lui aussi n'ayant aucune expérience dans ce domaine. À partir de là, nous comprenons que la supercherie était bien organisée et elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle avait besoin d'une personne qui n'allait point lui poser des questions sur le fonctionnement de son entreprise. Une personne qui allait l'aider dans ses manigances. Balwani rejoint alors Terrano la même année, et est vu par les employés comme quelqu'un de paranoïaque. Il était envahissant, sans compromis, exigeant et très inquiet en ce qui est de l'espionnage d'entreprise. Sous sa gouvernance, les employés étaient surveillés, leur messagerie surveillée, leurs appels téléphoniques sur écoute. Il justifiait sa paranoïa en le fait que Edison était la machine du futur et il ne voulait pas que les laboratoires concurrents leur volent leurs formules. En plus de cela, il brillait par la torture qu'il faisait subir aux employés. Il les imposait de travailler sans repos et il excellait également dans les licenciements abusifs. Pourtant il prenait juste les précautions pour que leur mascarade ne soit pas mise à nu. Son manque de compétences et son poste de président de Terrano vont les conduire lui et son ex-petit ami à une dizaine d'années de prison. Vous vous demandez certainement pourquoi lui aussi ? Pourquoi pas les autres employés ou encore les autres membres du conseil d'administration ? Déjà,
accepter un poste de responsabilité dans un domaine où vous n'avez aucune connaissance est une fraude, encore plus quand il s'agit du domaine de la santé, qui met en jeu la vie et la survie des êtres humains. Intéressons-nous à présent aux chefs d'accusation qui pèsent contre eux. Les chefs d'accusation contre Elizabeth Holmes et Ramesh Balwani. Elizabeth Holmes et son ex-petit ami Ramesh Balwani étaient accusés de 12 chefs d'accusation. Soit 10 chefs d'accusation de fraude et 2 de complot visant à la fraude. Les accusations portent sur le fait que Elizabeth Holmes et l'ancien président de Terrano, Sonny Balwani, auraient trompé les investisseurs, les médecins et les patients sur les capacités de la technologie de diagnostic de l'entreprise, afin de lever des fonds et de maintenir une valorisation élevée de l'entreprise. Les accusations incluent également l'affirmation selon laquelle ils auraient fait de fausses déclarations sur les partenariats et les contrats commerciaux de l'entreprise. Au cours du procès, les témoins constitués des anciens employés ont déclaré que la technologie de Terrano était loin d'être fiable, et que l'entreprise avait utilisé des machines d'autres fabricants à l'exemple de Siemens pour effectuer des tests sanguins, plutôt que de développer sa propre technologie. Ils ont également affirmé que les résultats des tests de Terrano étaient souvent incohérents et que l'entreprise avait falsifié des données pour cacher ses problèmes. Il est clair que l'histoire de Terrano et d'Elizabeth Holmes a eu un impact important sur l'industrie de la santé et sur le monde des affaires en général. Mais, Elizabeth devant le juge, nie toutes ces accusations prétextant qu'elle était sous l'emprise de son amant Ramesh Balwani qui lui faisait subir toutes sortes de violences morales et physiques. Cependant, Ramesh Balwani à son passage devant le juge va réfuter toute accusation de son ex à son endroit. Il dira plutôt en tant qu'ingénieur, il est entré à Terrano dans le seul but d'investir et pour cela, il a travaillé dur pour que Terrano soit un succès. Toutefois, Balwani ne sait pas que le juge en charge de son procès a en sa possession des messages et des mails des tortures qu'il faisait subir à ses employés. Il sera donc surpris que le jour de son procès, en juillet 2021, 24 employés licenciés de façon abusive viennent témoigner contre lui. Ce qui va donc soutenir les accusations d'Elizabeth précédemment formulées contre lui. Malgré le fait qu'Elizabeth ait plaidé non coupable, le jury l'a inculpé de 4 charges notamment, 3 fraudes électroniques et une escroquerie. Elle passe donc devant le juge le 27 avril 2020 pour répondre de ses actes. Cette date a été reportée par le juge en raison de la pandémie du Covid-19 et a été prévue pour le mois d'octobre 2020, puis reportée encore pour le mois de mars 2021. Nous rappelons qu'Elizabeth s'est mariée en 2019 à Billy Evans. À cette période, la jeune femme avait déjà des problèmes avec la justice. Pendant la durée de son procès, Elizabeth contracte une grossesse. On se demande si ce n'est pas fait exprès dans le but de repousser davantage son procès et sa condamnation. Sa condition va pousser ses avocats à demander un autre report d'audience pour le mois d'août 2021, afin de permettre à la jeune femme de mettre au monde son fils. En juillet 2021, Elizabeth donne naissance à son premier bébé et entrera en procès le 31 août 2021. Ce procès va durer 3 mois. En janvier 2022, Elizabeth Holmes est condamnée à 11 ans de prison et devra payer une amende de 135 millions de dollars comme dommage. Le procès de Balwani a eu lieu au mois de juillet 2021, et 7 chefs d'accusation sont retenus contre lui. Il est donc condamné à 13 ans de prison. Pourquoi la peine de Ramesh Balwani est-elle plus élevée que celle de la fondatrice de Terrano, celle qui a mis sur pied l'entreprise frauduleuse? Nous pensons que le mauvais traitement que Balwani infligeait à ses employés a eu un impact dans sa condamnation. Il n'avait aucun respect pour les droits des travailleurs. L'histoire de Terrano et d'Elizabeth Holmes a également eu des répercussions importantes sur l'industrie de la santé et sur les investisseurs. Tout d'abord, cela a ébranlé la confiance des investisseurs dans les startups de la Silicon Valley. Terrano était considéré comme un modèle d'entreprise innovant et révolutionnaire, et sa chute a incité les investisseurs à se montrer plus prudents dans leurs investissements. De plus, l'histoire de Terrano a mis en lumière les risques associés à la commercialisation de technologies de santé non éprouvées. Les tests de diagnostic sont un domaine extrêmement sensible, où la fiabilité et l'exactitude des résultats sont essentielles. L'histoire de Terrano a montré que les entreprises qui promettent des résultats rapides et peu coûteux sans avoir testé leur technologie de manière rigoureuse peuvent mettre en danger la santé des patients et la crédibilité de l'industrie. Enfin, l'histoire de Terrano a conduit à des poursuites judiciaires importantes contre l'entreprise et ses dirigeants.
Holmes et son suppléant Balwani ont été reconnus coupables. Cela est une sonnette d'alarme pour d'autres entrepreneurs qui cherchent à tromper les investisseurs et le public. Son histoire a par ailleurs mis en évidence les dangers de la culture de l'innovation à tous les prix et a souligné l'importance de la transparence et de la responsabilité dans l'industrie de la santé. Au terme de cet article, il est important de retenir qu'Elizabeth avait vraiment l'envie de révolutionner le monde, mais aussi de suivre les pas de sa famille qui était une famille de travailleurs. Son appareil était peut-être une grosse utopie, mais l'idée derrière cet appareil était de rendre la vie plus facile et plus aisée. Elle y croyait au début, mais en 2010, quand elle s'est rendue compte que les choses ne se passaient pas comme prévu, au lieu de rebrousser chemin, elle a commencé à mentir à ses investisseurs et à lever encore plus de fonds. Elle avait le désir de faire d'une pierre deux coups, révolutionner le monde et par la même occasion réaliser son rêve d'enfant, devenir une femme d'affaires prospère et richissime. Elizabeth a tellement inspiré le monde qu'une mini-série Dropout a déjà été réalisée pour raconter l'histoire d'Elizabeth et de Terrano en plus du livre Bad Blood de John Carreyrou qui a été best-seller sur Amazon en 2018. Adam McKay avait annoncé la sortie du long-métrage avec Jennifer Lawrence, qui sera par la suite remplacée par Amanda Seyfried et interprétera le rôle d'Elizabeth Holmes. Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner. Imaginez pouvoir faire des analyses de sang sans sortir de chez vous. Et imaginez qu'on n'ait pas besoin de tout un tube, mais d'une simple goutte. J'ai décidé d'arrêter mes études. Cette machine va changer le monde. Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.